Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'allais dire plutôt à toutes qu'à tous, puisque effectivement le public est essentiellement féminin. Moi, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette conférence sur la santé mentale et plus particulièrement sur la santé mentale des étudiants. Alors que vous soyez, alors je tiens à préciser ici en présentiel, que vous soyez également en distanciel. Alors cette conférence, elle s'inscrit aussi dans des conférences qu'on a l'habitude de porter dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et cette conférence aussi va nous permettre à la fois d'établir un état des lieux, mais aussi de proposer des solutions d'accompagnement et un terme sur lequel j'insiste inévitablement, sur le terme de prévention. Alors la Covid-19 et les mesures successives de confinement pour contenir cette crise sanitaire ont engendré bien d'autres crises. Entre autres, une crise économique, crise sociale, mais aussi crise du mal-être et mise en danger de la santé mentale. En effet, l'angoisse suscitée par la maladie et ses conséquences, de même que la réduction de nos interactions sociales, la généralisation du télétravail et des cours à distance ont joué de manière délétère sur notre morale. Alors, je ne veux pas être trop pessimiste, bien évidemment. Cette pandémie aura donc eu le mérite, par contre, de mettre en lumière un sujet trop souvent relégué au second plan. Il s'agit bien de celui de la santé mentale, de sa prévention et de la détection des troubles, ainsi que de leur prise en charge. En France, l'offre de soins en santé mentale n'a pas été repensée et réorganisée, surtout depuis de nombreuses années. Pourtant, nos connaissances en la matière ont évolué et le nombre de patients à prendre en charge a régulièrement augmenté. Malgré la mise en place de ce qu'on appelle des projets territoriaux de santé mentale et la mise en place également de la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie, qui remonte tout de même à juin 2018, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, la santé mentale demeure incontestablement le parent pauvre des politiques publiques. Investie de longue date sur le sujet, la Mutualité française, que je représente ce soir, a souhaité lui consacrer son dernier observatoire Place de la Santé pour dresser un état des lieux précis et formuler aussi des propositions. Alors, cet observatoire de la santé, certaines et certains d'entre vous ont pu, comment dirais-je, prendre ce document. Je m'adresse également à ceux qui sont en distanciel ce soir pour leur dire que, bien évidemment, ils peuvent faire la demande de ce document sous forme dématérialisée, de la même façon que vous aurez accès également au replay concernant cette réunion. Alors, les étudiants, vous-même, on le sait, ont été très impactés par cette crise sanitaire, en particulier ceux qui venaient d'entrer dans l'enseignement supérieur, mais je pense aussi à ceux qui s'apprêtaient à quitter cet enseignement supérieur pour rentrer dans leur vie professionnelle. Une enquête Ipsos qui a été réalisée au mois de janvier de cette année faisait notamment ressortir que 2 jeunes sur 3 estimaient que la crise actuelle, liée à la Covid-19, avait eu des conséquences sur leur propre santé mentale. Néanmoins, la pandémie liée à la Covid-19 ne doit pas, à mon sens, être l'arbre qui cache la forêt. Et les troubles en santé mentale chez les étudiants constituent une réalité qui préexistait déjà et qui perdurera malheureusement après. À ce titre, des études montrent que 75% des maladies psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans. En France, une enquête nationale qui a été menée par l'Observatoire de la vie étudiante révélait en 2016 2 chiffres que j'estime inquiétants. Le premier, 15% des étudiants souffraient d'un épisode dépressif caractérisé. Si l'on prend le détail, 11% côté homme, 17% côté féminin. Deuxième chiffre, un étudiant sur 10, et là c'est beaucoup plus inquiétant, avait présenté des idées suicidaires sur les 12 derniers mois. Alors, la Mutualité française, alors quand je dis que je la représentais, je me reprends un peu puisqu'il y a d'autres représentants de la Mutualité française qui sont bien évidemment et qui prendront la parole ce soir. La Mutualité française a une conscience véritablement aiguë
de l'urgence à agir pour vous, pour les étudiants, et plus largement pour l'ensemble des personnes qui rencontrent des difficultés psychologiques. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, nous œuvrons pour une politique de santé publique ambitieuse qui informe, mais qui également prévient. Elle œuvre également pour une offre de soins adaptée à un meilleur accès financier. Alors, à titre d'exemple, il y a eu des annonces qui ont été faites il y a très peu de temps par le gouvernement, dont nous nous félicitons, sur la prise en charge de séances psychologiques. Pour autant, les mutuelles, je veux dire, la famille des mutuelles n'a pas attendu cette annonce gouvernementale, puisque dès le début de l'année, l'ensemble des mutuelles a fait des propositions qui sont effectives aujourd'hui pour des prises en charge justement de consultations chez le psychologue sur la base de 6 séances remboursées à hauteur de 60 €. Donc il y a une véritable, je veux dire, anticipation, je veux dire, par rapport aux mesures gouvernementales. Et puis enfin, il me semble primordial de parler de santé mentale. C'est peut-être un sujet par trop tabou, et ça participe aussi au fait de tordre le cou aux idées reçues. Et c'est bien le but, je pense, de nos échanges de ce soir. Donc je m'en arrêterai là, et je vais donc laisser la parole immédiatement donc, à la journaliste qui nous accompagne, Déborah, qui va animer cette soirée. Voilà, je vous remercie et je vous laisse maintenant sur le champ des échanges. Allez. Oh bah, vous partez carrément, prenez votre place et Pas tout à fait. Moi, je suis contente d'être avec vous. Je constate qu'il n'y a qu'un seul garçon. Ça m'étonne. Oui, mais ça, c'est un garçon étudiant. Philippe, qui est dans la salle, est plus étudiant. On va peut-être commencer par se présenter les uns les autres. Alors, Maxence, on va commencer par le plus jeune. Vous avez 24 ans, vous êtes étudiant en 5e année de médecine. C'est ça. Et vous êtes avec nous ce soir parce que vous êtes coordinateur de la cellule bien-être et chargé de mission bien-être à l'université. Exactement. Karine Fiorentino, vous êtes professeure d'histoire du droit. C'est tout un programme. Peut-être que des étudiants à vous nous rejoindront tout à l'heure, on verra. Vous êtes vice-président de la commission formation et de la vie universitaire depuis septembre 2000 et vous avez créé un COPIL l'été 2021 autour de la santé mentale. Maria-Laura, bonsoir. Vous êtes venue spécialement de Vesoul. Ça fait pas mal de route. Merci beaucoup. Merci. Et vous êtes là au titre de la MGEN parce que vous êtes en charge de la prévention pour le pôle régional. Et donc, on va parler de tout ça ensemble. Et puis enfin, Monsieur Stéphane Dousseau. Alors vous êtes à 40 ans d'expérience de psychologue. Vous me un peu là. Vous m'avez dit 40 ans. Non, mais... Non un peu moins. Un peu moins. D'accord. Voilà. 25 ans à la fac et 30 ans au CHU. Et ça fait quand même beaucoup tout ça. Cindy vous a préparé un WooClap. Alors vous êtes étudiant, vous savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a le lien qui est là, wooclap.com/place de la santé. Alors l'idée, c'est que vous qui êtes dans la salle, vous pouvez nous donner en direct vos réactions et puis ce que vous attendez de la conférence. Et puis comme il y a pas mal, enfin je dis pas mal, je sais pas. Est-ce qu'il y a du monde en distanciel? Oui. Eh ben on aura aussi des questions au fur et à mesure. Mais peut-être que est-ce que vous attendez quelque chose en particulier et avez des questions en préambule, même si je pense que c'est pas facile? Non. Bon, on va voir au fur et à mesure si vous avez des questions à nous poser. On commence par un état des lieux, Maxence et Stéphane, s'il vous plaît. On va parler de la population des étudiants. Est-ce qu'ils sont vulnérables? Et on ne parle pas de la crise, là, on parle en général en termes de santé mentale. Oui. Alors, la population étudiante est une population avec une certaine catégorie, comme on peut en trouver plein d'autres au sein de la société, mais qui est aussi dans un entre-deux, qui sort de la période de l'enseignement secondaire, mais qui n'est pas encore dans la vie active, si je puis dire, et avec des exigences qui sont imposées par le monde universitaire, qui sont souvent assez rudes. Ce qui crée pas mal de difficultés avec un rythme qui est quand même très important, qui est donné par les examens, par des périodes de stress qui sont très fortes, etc., des exigences qui sont
très élevées, des exigences par les enseignants qui sont aussi des exigences pour nous permettre de réussir et d'avoir un métier plus tard. Mais on a aussi ces exigences personnelles pour réussir et sortir. Parce que c'est vrai que quand on rentre à l'université, les étudiants sont là, donc ils pourront me le dire, mais la première chose qu'on vit, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir souvent le plus rapidement possible, de trouver sa voie idéalement, mais c'est tout un tas de contraintes qui fait qu'on se met rapidement dans des situations qui parfois peuvent être compliquées à vivre et qui peuvent souvent justement être source de mal-être, avec des particularités qu'on ne retrouvera pas forcément dans une autre catégorie sociale. On se met la pression. Exactement. On se met la pression, on se la met rapidement. Dès qu'on rentre à l'université, les premiers jours, les premiers pas qu'on fait à l'université, on nous donne énormément d'informations. Il faut faire ci, ça, 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 ça. Il faut aller là, il faut faire ci, il faut remplir tel dossier, etc., etc. Une fois qu'on sort un petit peu de la tête sous l'eau, on se rend compte qu'on a pris un petit peu de retard sur les révisions. Du coup, on se dépêche, puis ensuite les examens. Et en fait, tout roule comme ça et on commence à souffler une fois qu'on a passé les examens de fin d'année. Et là, on souffle pendant quelques mois, puis après, c'est reparti. Et en fait, il y a ce yo-yo et certains arrivent à supporter, et heureusement, mais il y en a certains qui ne le supportent pas ou qui emmagasinent tout ça au fond d'eux et qui fait que ensuite, on peut avoir des difficultés, soit pendant ses études, soit après. Du coup, on peut dire que effectivement, les étudiants, et comme vous l'avez dit, c'est pas propre à la crise sanitaire, sont une population, et les chiffres le montraient déjà avant, qui est à risque, notamment sur tout ce qui est mal-être et de santé mentale. En plus de l'âge, qui est aussi un âge pivot de construction de sa personnalité, de son indépendance, etc. Donc, c'est aussi rencontrer d'autres étudiants pour pouvoir partager tout de suite l'ambiance de la fac, les questions et pas être isolé. Et ça aussi, c'est en fonction du caractère des uns et des autres, c'est pas si facile que ça quand on est pris dans la spirale de la fac. Absolument pas. Et puis en fonction de là où on vient, si on est une promotion, on est 400, c'est plus difficile que quand on est une petite promotion, on est une trentaine pour créer des liens. Et parfois, on vient tous d'environnements différents, on a tous des personnalités différentes. S'intégrer à un groupe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et c'est là où il y a tout le travail, notamment des associations étudiantes et des étudiants eux-mêmes pour inviter à accueillir les étudiants qui viennent d'arriver et c'est les démontrer aussi de manière assez facile que cette sociabilité qui se crée est un facteur protecteur, notamment pour ce qui est de la santé mentale. Mais vous, Monsieur Dousseau, vous me disiez que dès les années 80, on parlait de vulnérabilité en matière de santé mentale du côté des étudiants. Déjà, globalement, oui, par rapport à la question de savoir si les étudiants sont une population particulièrement vulnérable. Moi, je vais enlever mon masque si je suis vacciné 3 sur 3, donc ça va. Écarte un peu. Vous m'avez posé la question en préparation de cette réunion et je me la suis posée. Et je dirais volontiers que spécifiquement vulnérable, je dirais non. Mais avec ces quelques nuances je dirais pas que la population étudiante a un profil psychiatrique particulier. Par contre, effectivement, je rejoins ce que vous venez de dire. Et comme l'a dit le président de la République, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais ça l'était déjà précédemment et ça le sera encore après. C'est dur d'être étudiant. Moi, je parle d'une expérience auprès des étudiants, donc effectivement au service de santé universitaire de plus de 25 ans. C'est dur d'être étudiant car même en dehors de la crise du Covid, c'est pas si facile que ça de mener à bien ses études. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais voilà. Alors, j'ai noté 2-3 petits phénomènes qui mériterait d'être conforté ou contredit, mais moi je l'ai noté dans ma clinique, une sélection de plus en plus difficile et tardive pour les étudiants, avec notamment des enjeux de place en master, une précarité sociale de plus en plus importante chez les étudiants, une pression de plus en plus sélective et écrasante. Je pense par exemple aux études de médecine. J'ai jamais vu autant d'étudiants de médecine, soit en première année, mais soit aussi en fin de cursus,
au moment du Venir vous passage voir. des ECN, absolument. Une perte de repères structuraux aussi pour la population jeune, là c'est au-delà des étudiants, une perte des repères structuraux avec l'invasion des réseaux sociaux qui peuvent, pour certains, je dis bien pour certains parce que les étudiants sont pas, je veux dire, sont pas des lapins de 6 semaines, hein. Ils savent très bien faire la part des choses, mais pour certains, ça peut venir interférer de manière très problématique dans les équations qu'ils ont à résoudre, dans les leurs voilà. Par exemple, je l'évoque ici, la question de l'assomption sexuelle avec la promotion aux effets parfois très problématiques de la théorie du genre. Donc Il y en on a qui parle sont complètement de perdus plus avec en ça. plus. Mais on peut se contenter de constater simplement que les étudiants vivent des épreuves qui sont, ce que vous avez dit, subjectives, qui peuvent être absolument spécifiques à leur classe d'âge, c'est-à-dire au temps de leur vie, qui lui aussi est assez particulier. C'est à ce titre qu'on peut rapporter à ce temps spécifique un certain nombre de choses que je vais énumérer là très rapidement. C'est pas de l'épidémiologie, c'est quand même le temps de l'autonomisation du côté de la vie adulte avec la séparation avec le milieu familial. Pour nous, c'est flagrant de voir que ces jeunes gens qu'on peut voir même à l'âge de 17 ans sont déjà dans un statut adulte. Dès l'instant où ils entrent à l'université, ils acquièrent un statut d'adulte. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas besoin de Ils papa, l'ont pas maman, sur hein. le papier, mais bien sûr. Ils sont plus nombreux à faire leur bagage le jeudi soir pour rentrer dans la famille, mais ils sont déjà dans un statut d'adulte et je pense à quelques patients que j'ai reçus qui sont déjà des gens avec une très très grande maturité. C'est un temps proche des années de scolarité secondaire, voire primaire. Et dans nos consultations, par exemple, je donne l'exemple là du fait que les phénomènes de harcèlement qui sont assez inquiétants sont aussi revécus, non pas à l'université qui est quand même un lieu plutôt socialisant et accueillant, plutôt rarement prolongé dans les phénomènes de groupe à l'université, mais qui sont encore très présents dans la vie des patients. C'est le temps des orientations, des choix, des renoncements parfois le renoncement aussi à ce qu'ils avaient envisagé. On s'est trompé d'études, on Voilà. fait autre chose. Où on arrête. Où on arrête, oui. On arrête. C'est un temps d'expérimentation, bien sûr, de reconsidération de la position personnelle, de l'affirmation de soi, de la vie sexuelle, de son assomption en tant qu'individu homme, femme, sexué, mais aussi dans ses relations affectives et sociales, qui interrogent énormément le positionnement par rapport aux autres et le regard des autres. C'est un temps de confrontation inédite au savoir, et c'est un temps... et là, je voudrais le noter, qui est très intéressant pour nous, cliniciens. C'est un temps qui est nouveau et spécialement ouvert beaucoup plus qu'au moment de l'enfance et de l'adolescence, globalement, hein, à la possibilité d'une demande. C'est-à-dire que c'est un temps notoire où les sujets sont en capacité d'autonomiser une demande et d'adresser directement une demande en leur nom à un psychologue, un psychiatre, à quelqu'un. Voilà. On essaye de rentrer dans le concret et on parle de ce qui s'est un peu passé pendant la crise sanitaire. Maxence Rouillat, vous me disiez, moi j'ai reçu des mails où c'était tragique et où des étudiants me disaient j'en peux plus, je craque, voire même pire. Oui, malheureusement. Alors du coup, j'étais un interlocuteur à la fois depuis que j'ai commencé à travailler sur cette cellule bien-être. Ça a été l'un des premiers objectifs qu'on lui a donné, qui était d'avoir un interlocuteur. À un moment où la crise faisait qu'on était tous un peu dans on fait ce qu'on peut comme on peut. Mais même avant, parce que je suis en tant que représentant étudiant à différents niveaux, je m'efforce d'être disponible pour les étudiants que je représente et du coup d'écouter ce qu'ils peuvent avoir à me dire. Et oui, c'est sûr que pour avoir commencé à être représentant avant la crise, je veux dire, et j'ai continué depuis et en créant cette cellule, oui, c'est sûr qu'il y a eu des alertes, des points de vigilance que je ne voyais pas avant ou dans un nombre qu'on ne voyait pas avant. Et c'est quoi la première réaction alors, dans ces cas-là, quand on lit ce genre de mail? On décroche son téléphone directement et puis... La première réaction, alors en tout cas qui était la mienne, c'est d'agir.
C'est surtout de pas attendre, parce que surtout quand il y a des demandes parfois qui sont faites où on n'est pas forcément le service dédié, et je parle d'étudiants qui ont pu envoyer des mails, des lettres ou même m'appeler pour me dire qu'ils avaient envie de se suicider. La première chose à faire, c'est surtout de ne pas attendre. Parce que là, on est dans l'urgence comme un urgentiste, et du coup, c'est pas fini de manger et ensuite... C'était l'étudiant en médecine qui venait chercher, c'était le représentant de la cellule bien-être, c'était qui à ce moment-là quand ils ont osé faire ça? Parce que c'est pas facile de dire je vais pas bien. Ah non, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas facile. C'est une grande étape, et c'est souvent une étape qui est importante pour aller vers le chemin du rétablissement. Mais je pense qu'avant tout d'être l'étudiant en médecine, parce qu'on ne suis pas forcément identifié comme étudiant en médecine, et ça me donne pas forcément de compétences, quelles qu'elles soient, sur le sujet, parce que les étudiants en médecine, on est nombreux. Mais c'est plutôt peut-être quelqu'un qui s'était mis en position d'écouter. Qui a dit qu'il était là, qu'il travaillait sur le sujet, que c'était que je faisais en sorte de toujours leur dire que le bien-être, c'était quelque chose d'important, qu'on leur disait souvent que s'ils avaient des problèmes, ils pouvaient venir nous voir et qu'ils pouvaient venir nous parler. Et bah, forcément, quand il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est prêt à écouter, qu'il est là si on a un problème, etc., bah, on va vers lui quand on a besoin. Et là, alors après, je ne suis pas à la place des personnes qui étaient venues me voir à ce moment-là, et je ne suis pas la seule personne qui a pu recevoir ce genre d'alerte, si je puis dire. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qu'on peut voir, qui sera plus du côté des enseignants, mais des enseignants qui se mettent en position d'être à l'écoute de leurs étudiants, d'être présents, sont souvent les enseignants vers lesquels les étudiants se tournent en priorité. Parce que cette position de se mettre à l'écoute met en confiance, et forcément, on se dit que je vais pouvoir parler, que la personne en face va nous écouter, va nous entendre, va sans doute nous aider. Parce que s'il y a souvent cet appel à l'aide, au final, dans le fond... Du coup, la deuxième étape, c'était les psychologues, j'imagine? Alors, quand c'est des urgences, l'étape d'après, c'est l'urgence. Donc, c'est le 15. Surtout quand ça vous est arrivé pendant le confinement de faire le 15, du coup? Oui. Mais racontez-nous concrètement. C'était un appel à 4 heures du matin, donc du coup, pour contacter un psychologue, c'est pas forcément un horaire, il n'y a pas de ces services d'urgence psychologique, mais il y en a pour la psychiatrie. Et donc voilà, on m'a appelé pour me dire que là, on pensait, la personne n'avait pas dormi, et que ça faisait un moment qu'elle pensait qu'elle avait de plus en plus d'idées noires, qu'elle était en échec scolaire, que ça n'allait pas bien, qu'il y avait le confinement, qu'il faut retrouver tout seul, etc. Et que du coup, la personne pensait à mettre fin à ses jours. Ça semblait plus simple pour elle. Et donc, la première réaction, c'était déjà de savoir si elle était seule ou pas chez elle, s'il y a quelqu'un qui pouvait être présent pour assurer une présence et qu'elle ne se retrouve pas seule. Et ensuite, ça a été d'appeler le 15, et qu'ensuite eux puissent prendre en charge de manière urgente la situation. Et quand c'est des situations qui ne relèvent pas de l'urgence, effectivement, l'orientation qu'il y a à faire, c'est vers les services de santé. Et du coup, dans le cadre universitaire, le service de santé universitaire, et là, c'est des psychologues qui prennent en charge... dont vous, Stéphane Douceau, du coup, vous avez eu aussi ce genre d'alerte. Vous pensez que les étudiants, comme les personnes âgées, c'est ceux qui ont été vraiment le plus impactés pendant le confinement? Oui. Alors, on a tous été impactés, oui. à des degrés divers. Faut quand même rappeler, c'est une histoire récente, mais moi, des fois, je m'y perds, mais effectivement, vous l'avez dit en préambule, effectivement, il y a des étudiants qui ont connu soit l'année de terminale, soit la première année, soit les 2 premières années, quand même 18, 20 ans, 17, 19 ans, avec des confinements durs et des phénomènes de couvre-feu, etc., ainsi que au fond une université absolument chamboulée. C'est-à-dire que, moi je l'ai écrit quand je vous ai répondu à vos questions, je dirais que pour certains, il y a eu un moment de vie totalement amputé.
Il m'a dit pendant 3 mois, j'ai un étudiant, il m'a dit qu'il avait parlé à personne. Voilà, j'ai vu un étudiant qui n'avait parlé à personne pendant plus de 3 mois. Pas de liens sociaux, le campus déserté. On aurait cru, le campus, on serait cru dans une atteinte atomique. Hein. J'ai jamais vu un campus comme ça. Tous les cours en ligne, une scolarité parfois très désorganisée, pour certains en tout cas. Et donc j'ai reçu effectivement beaucoup d'étudiants qui avaient beaucoup souffert dans cette période. On a été un peu tous pris dedans. Hein. Moi-même, j'étais pas ravi de fermer mon cabinet. J'étais content de le rouvrir au mois de juin. J'étais pas ravi de faire. Alors, j'ai fait à peu près 150 consultations au téléphone avec les étudiants. Et c'est pas parce qu'ils étaient à la campagne avec les petits oiseaux autour que tout allait bien. Hein. Franchement, c'était pas drôle du tout. Et j'étais content de les retrouver au cabinet. Encore que beaucoup ne pouvaient pas venir consulter sur le campus parce que ils étaient restés chez eux du fait des cours en ligne. Il y a eu tout ça, hein, une désorganisation qui maintenant est un tout petit peu derrière nous, heureusement, mais qui les a impactés pendant ce temps-là, mais qui les continue à les impacter encore. Est-ce que l'un de vous veut raconter un peu ce qui s'est passé dans sa vie, une anecdote, comment ça s'est passé Ça paraît loin déjà ou c'est pas si loin, non? Personne n'a envie de raconter? Bon. Je dirais que les étudiants le vivent aussi parfois, alors peut-être moins maintenant parce qu'on cicatrise, mais dans un sentiment d'injustice. Ils ont eu le sentiment d'une injustice très importante parce que c'est pas la population la plus rebelle aux consignes sanitaires, bien loin de là. On le voit d'ailleurs en protection vaccinale, on le voit par rapport au port du masque, et au fond ils ont l'impression d'être délaissés, de ne pas pouvoir accéder aux bibliothèques universitaires, un certain nombre de choses comme ça, qui font qu'effectivement, ils ont eu le sentiment d'une injustice, et puis c'était surréaliste, quoi. Il y avait des étudiants qui sont dans leurs premières amours et qui n'allaient pas voir leur partenaire parce qu'elle était à plus d'1 kilomètre. Oui, on a respecté très très loin. Il n'y a peut-être pas que les étudiants, mais bon. Et là, quand j'ai entendu parler récemment, alors j'espère que. Voilà, j'ai entendu, je raconte une petite anecdote. Quand j'ai entendu récemment les étudiants me parler de parties de ventre-église dans les couloirs des. Alors, moi, j'ai lu ça dans vos notes, mais je ne sais pas ce que c'est le ventre-église. Je me suis dit, la jeunesse repart et on s'amuse à nouveau, quoi. C'est quoi le ventre-église? C'est quoi le ventre-église? Je sais pas ce que c'est. Ça se fait surtout dehors quand on a un petit talis, on met des grandes bâches et puis on met de l'eau et on glisse dessus. Je pense qu'ils ont trouvé le système de le faire avec du savon un peu liquide et de se réunir, garçons et filles en maillot de bain. Voilà. Alors l'administration a fait son travail, elle a rappelé à l'ordre, mais moi ça m'a fait rigoler quand j'ai entendu parler de ça. Parce qu'il y en a qui sont bien amusés, il y en a qui n'ont pas bien dormi et qui n'étaient pas très contents, mais enfin voilà, c'est la vie qui reprend. Et après le Covid, beaucoup tout sérieux qu'on a vécu, je trouve que voilà, c'est pas si mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On arrive à la phase déstigmatisée. Là, on va faire un petit tour de table pour que tout le monde prenne aussi la parole. C'est autour du tabou, de la détresse psychologique. Cindy m'a dit que quand elle a été tractée, par exemple, c'était là, cette semaine ou la semaine dernière, certains étudiants lui ont dit « Mais non, la santé mentale, ça ne nous concerne pas, on n'est pas fous. » Donc, qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres de tout ça? Est-ce qu'il faut déstigmatiser ces termes, en parler différemment? Comment vous voyez les choses? Qui commence? Moi, pardon, je veux bien. Allez. Moi, j'ai un regard qui est probablement faussé du fait que du fait de mon métier, qui est de recevoir des personnes qui sont en demande, qui sont spontanément en demande. Mais dès le départ de mon expérience, il y a plus de 25 ans avec les étudiants, j'étais quand même tout de même frappé par le fait que les étudiants étaient dans une certaine facilité par rapport à cette demande. Donc je dirais qu'effectivement, il y a toujours à déstigmatiser par rapport à la psychiatrie, mais déstigmatiser aussi par toute forme d'expression de la détresse. Et chez les étudiants, c'est quelque chose qui m'est apparu comme quelque chose qui pouvait être possible. D'autre part, c'est aussi lié au lieu dans lequel j'ai reçu
ces patients, c'est-à-dire je les ai reçus dans le cadre du service universitaire de santé, c'est-à-dire un lieu qui leur est dédié dans une proximité géographique, mais aussi un lieu où ils sont tenus, alors je pourrais le présenter un peu ce service, tenus ils peuvent trouver des soins médicaux, infirmiers, et aussi où ils sont reçus dans le cadre d'une visite médicale obligatoire. Et donc, c'est un lieu qui est bien repéré par eux, et c'est un lieu où, au fond, ils ont l'assurance, en tout cas, ça les rassure, l'idée qu'il y a des psychologues dans ces lieux-là où ils peuvent venir parler assez facilement. Donc, du coup, mon regard là-dessus, c'est qu'effectivement, les étudiants ne sont pas les plus rétifs à reconnaître, à assumer la possibilité d'être en souffrance psychologique. Hein. Peut-être aussi parce que j'ai reçu, alors je nuance un peu mon propos, j'ai reçu des étudiants en majorité, je reçois 75% de filles pour 25% de garçons. C'est pas moi qui fais l'affaire, je ne vais pas faire d'interprétation, mais peut-être c'est lié aux filières. Peut-être aussi il y a d'autres phénomènes qui font que voilà. Mais je mettrai ça en corrélation avec le fait qu'en cabinet libéral, où j'exerce depuis 30 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour les étudiants, c'est pas une difficulté majeure. Voilà. Par contre, c'est mes lunettes déformées. Donc, il est probable qu'un certain nombre de gens en souffrance restent en souffrance. Bah, ceux qui viennent vous voir osent venir vous parler. Donc, c'est voilà. pas. Et donc, je sais que ça existe et qu'il faut effectivement tout un certain nombre d'actions qui sont pas de mon ressort et qui sont publiques, qui sont politiques, qui sont sanitaires et qui permettent à ces personnes en grande difficulté, et surtout en situation d'isolement, de trouver, de pouvoir s'adresser à quelqu'un, c'est sûr. Et pour vous trois, est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'il faut... Comment on fait? Je pense que le jeune, c'est difficile, et même aussi parfois pour l'adulte, de mettre des mots sur ces mots, sur ces troubles, et qu'il y a peut-être ce qu'on appelle la gestion des émotions à travailler depuis tout petit. Et du coup, parler plus facilement, parce que ça peut être, est-ce qu'il est en mal-être? Est-ce que c'est de la déprime? Est-ce que c'est de la dépression? Maxence parlait tout à l'heure de la spirale. Au niveau des études, on n'arrête jamais, on est tout le temps stressé. Oui, mais à quel moment est-ce qu'on a dépassé la limite? Donc, je pense que voilà, apprendre très tôt à mettre des mots sur ce que l'on ressent pourrait être une solution pour déstigmatiser. On ne s'en rend pas forcément compte soi-même aussi quand on est un étudiant. On va chercher plutôt des dérivatifs dans des soirées, dans de l'alcool, que d'aller appeler à l'aide aussi spontanément avec un professionnel. Maxence, qu'est-ce que... Alors, sur l'aspect de déstigmatiser, je pense que le public étudiant n'est pas le seul qui a beaucoup de stigmates sur la santé mentale. Des exemples comme vous avez pu citer sur le fait que dès qu'on parle de santé mentale, on va répondre « je suis pas fou ». Je pense qu'on peut aller voir n'importe qui à n'importe quel âge. On retrouvera des exemples comme celui-ci chez les étudiants, et cette problématique, elle est présente aussi dans plein d'autres catégories sociales, dans plein d'autres âges de la population. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il faut commencer. Il y a un public qui a des besoins et qui est en souffrance, donc c'est important que là aussi on puisse travailler dessus. Mais des facteurs, il y en a énormément. Et je pense effectivement l'un des premiers, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut se considérer ne pas aller bien. Parce qu'en général, on va savoir quand on va vraiment mal, et souvent c'est qu'on est déjà dans un aspect plutôt de santé, de santé mentale. Mais avant d'arriver dans l'aspect de santé mentale, on a tout un chemin d'aspect de mal-être. Et c'est les propos qui étaient tenus tout à l'heure en préambule, c'est que et c'est tout l'intérêt de la prévention,
c'est que l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas besoin d'arriver à cette situation de santé mentale. On va y venir, oui. Oui, il y a plein d'autres cas où on y arrive, mais qui relèvent plutôt de la santé, de troubles, de pathologies, etc. Et dans ce cadre-là, il y a souvent une évolution. Et le fait de pouvoir le connaître, de pouvoir agir dessus, c'est quelque chose de très important. Déstigmatiser, c'est aussi pouvoir dire qu'on peut en parler. Mais c'est quelque chose de culturel, de sociétal. Je rejoins ce qui a été dit. C'est pas propre qu'aux étudiants. Est-ce qu'on pense à se dire, est-ce qu'on imagine vraiment cette santé mentale comme étant une ressource, comme on va chez le dentiste régulièrement, alors sauf ceux qui sont anti-dentistes à cause de tout un tas d'idées, mais on va chez son médecin généraliste de temps en temps, quand on va où il y a tout un tas de dispositifs qui font qu'on va le voir pour certificat de sport, pour la médecine du travail, la santé mentale, pas du tout. Et il y a tout cet aspect-là qui fait que ça rentre comme étant tout un champ de notre santé également, sur lequel on peut tout à fait agir, être acteur. Et c'est là qu'on rentre aussi dans le domaine de la promotion de la santé mentale. Et c'est des choses qui sont très importantes. Et effectivement, on peut mettre en place, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place à des petites échelles, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait aller beaucoup plus loin et étant comme un cadre beaucoup plus sociétal, encore une fois, et plus jeune, de ne pas forcément attendre qu'on soit étudiant, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on peut apprendre, comme quand on apprend quand on est enfant, quand on est malade, quand on a mal au ventre, et ben on se dit on va chez le médecin, et parfois quand on se sent triste ou qu'on se sent isolé, on apprend souvent à attendre et un peu à mettre ça sous le tapis, puis ça ira mieux plus tard. Ouais, c'est l'expression tu pleures pas, t'es un garçon. Par exemple. Voilà, c'est un peu passé, je pense, c'est un peu passé tout ça. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour votre santé mentale et psychologique. Est-ce que Maxence a été épaulé pour absorber la détresse des étudiants? Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais je doit être un ami. Je l'en remercie grandement. Alors déjà, sur la construction, que j'ai présenté comme étant à la construction, mais notamment avec Madame Fiorentino, on a énormément travaillé ensemble pour construire tout ça. Donc déjà, de ne pas le faire tout seul, ça aide beaucoup. Et puis ensuite, oui, je prends soin, comme j'estime devoir le faire, de ma santé mentale également. Et il y a aussi le fait de s'engager et de prendre soin des autres. C'est aussi quelque chose qui est un facteur protecteur pour soi-même. Donc, c'est tout un tas de choses qui aident, mais je ne dis pas que c'est plus facile tous les jours parce que je suis aussi étudiant et que cette spirale de l'étudiant, je la vis tout autant. D'accord. Madame Fiorentino, justement, est-ce que vous voulez... Oui, je pense qu'effectivement, il y a encore sinon des tabous, en tout cas, des difficultés à parler de mal-être étudiant quand on est étudiant, et qui s'expliquent peut-être, pardon, par des idées reçues sur la formation universitaire et ses spécificités. Ça a été dit, la formation universitaire, c'est l'autonomie, l'apprentissage de l'autonomie. La réussite à l'université, ça peut aussi être la gestion de cette autonomie. Or, l'autonomie, parfois, ça peut devenir l'isolement. Et on constate qu'il y a des étudiants qui ont beaucoup de mal à parler pour des choses qui pourraient sembler anodines. Par exemple, moi, j'avais appris au hasard d'un échange de mails avec un responsable pédagogique qu'il y a un étudiant qui n'avait pas suivi une partie de cours avec un enseignant, qui n'avait pas compris une partie de ses cours, simplement parce qu'il y avait un problème matériel du côté de l'enseignant, des problèmes de son. Et l'étudiant n'avait pas osé interrompre l'enseignant pour lui faire parler. Il essayait de dire sur les lèvres? Il avait essayé de comprendre comme il pouvait, sauf que plus les cours passaient, moins il comprenait, et moins il se sentait en capacité de dire. D'oser dire qu'il ne comprenait pas. Et alors, à plus forte raison, quand il y a question de santé mentale, il y a un tabou, je pense, qui est plus fort, c'est le fait de reconnaître qu'on ne se sent pas bien, qu'on est en difficulté ou qu'on se sent bloqué. Ça peut aussi être vécu comme un aveu d'insuffisance, ou le fait de reconnaître qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'a pas la capacité de suivre une formation, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais effectivement, comme ça a pu être dit, il y a peut-être aussi l'idée que pour pouvoir réussir cette formation université, il faut aussi souffrir pour en passer par là. Il y a des formations qui seraient plus sélectives que d'autres. Il y a aussi la sélection master qui s'est rajoutée il y a peu, qui est une grosse aussi source d'angoisse pour les étudiants. On passe plus systématiquement... Non. D'accord. Non, maintenant, il y a une sélection
en Master 1. Donc c'est encore une pression supplémentaire. Alors, il n'y a plus de sélection en Master 2. Il y a une sélection en Master 1 qui est fonction des capacités d'accueil, puisqu'il y a des capacités d'accueil dans pratiquement toutes les mentions. Et donc, en dépit du droit à poursuite d'études pour les étudiants, malheureusement, il y en a un certain nombre qui se voient refuser leur demande en Master. Donc, c'est un facteur anxiogène. Donc, effectivement, après, comment faire un petit peu la peau à ces idées reçues, je pense en favorisant la communication, peut-être la communication informelle. Alors, est-ce que ce soir, on peut parler de communication informelle informelle qu'à l'occasion des enseignements, c'est ce que je connais le plus. Ouais. Mais j'ai appris que, au cours des confinements, il y a des collègues qui avaient mis spontanément en place des groupes de parole sur Teams ou sur WhatsApp, et ces échanges, même sporadiques, même épisodiques, avaient permis de débloquer certaines situations, le fait de pouvoir se sentir écouté et pas jugé par un sachant. Ça permettait parfois effectivement de débloquer facilement certaines situations. On passe au volet prévenir, là. Comment on prévient les troubles de santé mentale? Et là, vous avez pas mal d'exemples à partager avec nous, Maria-Laura Filon, je crois, des ateliers concrets de sport, de gestion du stress que vous mettez en place, même autour de l'alimentation aussi, que vous mettez en place au sein de la MGEN pour les étudiants. C'est ça. Alors, on va prendre la réponse en deux temps. Le côté individuel et puis le côté collectif. Donc, la santé mentale, c'est finalement un équilibre de vie. Et chacun d'entre vous, vous avez le pouvoir d'agir sur votre santé mentale en pratiquant des activités saines, avoir des relations sociales riches, avoir une vie affective stable, développer une pratique physique ou développer une activité spirituelle. Voilà, quelque chose qui équilibre votre vie. Alors, sachez que vous avez sûrement une complémentaire santé. Donc, il y a la Sécu et à côté, vous avez la complémentaire santé. Et qu'il faut aller chercher dans cette complémentaire santé, dans les garanties, ce qui peut vous être proposé. Donc là, je vais prendre un exemple. Est-ce que ça se lit facilement aussi? Parce que c'est toujours des petits 1, des petits 2, des petits 3. Et on normalement, si, chez MGEN, ça se lit ou pas. Chez MGEN, ça se lit facilement. Ça se lit facilement. Donc, on a une offre jeune dédiée aux jeunes. Et là, nous avons des prises en charge d'actes préventifs, tout ce qui relève, par exemple, du sevrage tabagique, des conseils avec un diététicien, une diététicienne, la prise en charge tout ou partie de votre abonnement au club sportif. Hein, tout ça, ce qui vous permet de rester en bonne santé. Et puis, vous avez aussi les garanties qui vont être incluses dans un forfait qui s'appelle « Se soigner autrement ». Alors là-dedans, on retrouve les troubles alimentaires, tout ce qui est lié aux addictions, et la mutuelle intervient à une certaine hauteur de prise en charge dans le remboursement de ces consultations, ce qui est important pour les étudiants. On a aussi, toujours dans notre mutuelle, un pack qui s'appelle « Être mieux informé ». Donc, ça vous permet d'obtenir, par exemple, des informations médicales dans tous les domaines. Il suffit d'appeler à un numéro dédié et on vous répond de manière illimitée. Ça, c'est inclus dans votre offre. Donc, vous allez trouver, vous avez un problème de gestion du stress, on va vous donner, voilà, il y a quelqu'un qui sera là pour vous orienter, la vaccination, les médicaments, une hospitalisation, tout ce qui relève de la santé médicale. Donc finalement, moi j'ai un premier conseil à vous donner en tant qu'étudiant, c'est aller regarder dans votre complémentaire santé ce qu'il y a comme offre pour vous en prévention. Collectivement, eh bien, au cœur de la crise sanitaire, MGEN a mis en place des actions. Alors cette fois-ci, pas que pour ces 263 000 adhérents jeunes, mais pour l'ensemble des étudiants. Alors, comme nous étions en distanciel, il y a eu des webconférences sur la gestion du stress, sur le sommeil. Il y a eu également des ateliers, sophrologie, alimentation, tout ça qui s'est fait à distance
Et donc, du coup, gratuitement pour les étudiants. Aujourd'hui, Vous arriviez à avoir beaucoup d'inscrits? oui, il y a Oui, eu des il y a inscrits, eu, voilà, c'est national, du coup. Mais du coup, j'ai pas de c'était chiffre. plus particulièrement pendant la crise, vous avez eu plus Là, d'inscrits? oui, c'était au cœur Ouais. du confinement. Il y avait une attente de la part des étudiants quand même, puisqu'il y a eu du public qui a suivi, qui a suivi ces actions. Aujourd'hui, on revient à des actions en présentiel. Petit à petit, on remet en place des ateliers en direction des étudiants. Et quand MGEN met en place des ateliers, c'est pour l'ensemble des étudiants et pas uniquement pour ses adhérents. Donc, les différents ateliers, il y en a un qui va se tenir ici début 2022, qui est lié à la gestion du stress. Gestion du stress, estime de soi. Après, on peut faire plein d'autres ateliers autour de la méditation pleine conscience, les techniques de respiration. Je donne des idées, ce sont des ateliers qu'on peut mettre en place facilement. Pareil, sur les émotions, des groupes de parole de 6 à 8 étudiants. Alors, tous ces ateliers sont en co-construction avec les partenaires. On n'arrive pas forcément avec quelque chose de clé en main. Des fois, oui, mais là, on peut co-construire. Vous pourrez co-construire ensemble à l'issue et puis choisir les choses ensemble. Bah oui. On peut proposer également, il a été proposé, ce que je dis là, ça s'est mis en place, alors pas forcément en Bourgogne-Franche-Comté, mais sur la France, des conférences d'accès aux soins pour remédier à la méconnaissance des jeunes sur leur protection sociale. Et puis, dans une dynamique nationale, la MGEN a mis en place des ateliers alimentation dont vont pouvoir bénéficier les étudiants de Bourgogne. Alors là, c'est bientôt, à compter du 9 décembre, la date est posée. En présentiel, un groupe de 15-20 étudiants, 6 ateliers, donc décembre, janvier, février, ça va être réparti, autour de 3 thématiques. Alors, il y a les bases de l'alimentation dans mon quotidien, comment je fais mes courses. Il y a le problème du budget, on en a parlé tout à l'heure, et puis vers une alimentation responsable pour comment améliorer l'impact environnemental, peut-être faire un focus sur le légume de saison ou le fruit de saison. On a aussi, et c'est tout nouveau puisque j'ai eu la nouvelle hier, va arriver en Bourgogne et en Franche-Comté un jeu qu'on a créé avec notre association Adozen Prévention Santé MGEN qui s'appelle Balance ta Junk Food, qui permet d'avoir des échanges. C'est conçu comme un jeu de société et ça permet d'avoir des échanges autour de la nutrition et de la santé environnementale. Bah alors, si on parle de santé mentale, le sucre, ça fait du bien. Le gras, ça fait du bien. La définition de la santé mentale de l'ARS, c'est être bien, se sentir en bonne santé. Ouais. Voilà. Donc, tout cela en fait partie. Bien sûr, il y a le sport santé. Et puis, je voulais parler ici d'une expérience que des collègues ont menée en Bretagne. La mise en place d'un projet d'entraide et de pair et danse. Donc, pair, PAIR. Donc, c'était des étudiants ambassadeurs Covid-19 et ont été sélectionnés, se sont inscrits les volontaires à ce groupe projet qui visait. Donc, j'ai pas compris, pair et danse. Pair et danse, oui. On est étudiants envers étudiants, entre pairs, PAIR, voilà. Mais la danse? Non, et danser. Non, c'est les danses. Les danses. Ok, j'y étais pas. Donc, avec une présentation des troubles de la souffrance psychologique, une approche de la crise suicidaire, comment on intervient, vers qu'on oriente. En fait, ça rejoint ce que vous avez fait, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était expérimental. Donc, tous ces ateliers se mettent en place avec les structures qui sont proches des étudiants. Donc, ça peut être le CROUS, ça peut être les services de santé universitaires, ça peut être les associations d'étudiantes. Ici, voilà, on a des cellules. Et il suffit d'aller rencontrer le délégué départemental MGEN et qui pourra aider à co-construire ce partenariat. D'accord. Et puis, il y a aussi un terrain de sport aux couleurs de la MGEN, alors? Alors oui, la MGEN... Ça, c'est drôle.
peut-être une anecdote un peu en marge aussi de la santé mentale, mais ça non, reste... parce que c'est aussi s'entretenir, c'est le sport santé. Alors effectivement, on a un plateau sportif qui va émerger au printemps 2022 à proximité de l'IUT de Chalon-sur-Saône, dans 71, avec un partenaire Airfit. Donc l'idée, c'est de promouvoir non seulement la pratique sportive, mais c'est en accès libre, c'est gratuit, c'est pour les étudiants, mais aussi pour les habitants du secteur, donc c'est ouvert à tous. Et l'idée, voilà, c'est de voir le sport comme un lien social, vecteur intergénérationnel. Alors, il y aura une appli, il y a des cours pour expliquer comment on va utiliser les différents modules et en même temps, comment les exercices peuvent apporter du bienfait à la fois physique, mais aussi moral. Très bien. On parle peut-être du COPIL santé mentale, Karen Fiorentino, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est quoi ce COPIL? Comment il marche? Vous m'avez dit que c'était une 50aine de membres universitaires et non universitaires ici sur cette fac. Tout à fait. En fait, à la veille de l'été, la gouvernance a eu l'idée de lancer un comité de pilotage santé mentale étudiante pour essayer de faire un diagnostic des effets de la crise et puis de mutualiser les expériences qu'on pouvait avoir entre tous les personnels de l'université, qu'on soit enseignant ou pas enseignant. Et donc, avec la collègue qui a eu cette idée, on a été très surpris parce qu'en l'espace de quelques jours, on a reçu une cinquantaine de réponses de collègues, donc enseignants, non enseignants, qui souhaitaient faire partie de ce COPIL. Donc, on a déjà tenu 6 réunions pour essayer de croiser nos expériences et essayer de voir un peu les effets de la crise et peut-être les solutions qui pourraient être apportées à moyen et à long terme. Et bon, sans surprise, ce qu'on a pu avoir comme retour, c'est que la crise sanitaire s'est traduite par une augmentation de la précarité matérielle, alimentaire, numérique, et que bien souvent, les étudiants n'osaient pas en parler. S'ils en parlaient, ils se confiaient à un responsable pédagogique, surtout sur les sites délocalisés où il y a une plus grande proximité entre le responsable pédagogique et les étudiants. Mais on a pu constater qu'il y avait une grande pudeur, une grande retenue des étudiants sur ces questions-là, et surtout pour les étudiants étrangers qui se sont retrouvés pour certains dans des situations absolument catastrophiques, cauchemardesques, c'est-à-dire coincés en France, sans diplôme, sans logement, sans travail, avec des papiers qui étaient plus en règle, donc pas la possibilité d'obtenir un logement d'urgence, une catastrophe. Et bon, il y en a un certain nombre qui ont disparu de nos radars, entre guillemets, il y en a d'autres qu'on a pu aider comme ça parce qu'on avait connaissance de leur situation. Mais on n'a pas eu connaissance des situations de tout le monde, malheureusement. Ce COPIL a aussi permis de se rendre compte qu'il y avait une vraie perte du lien social que représente l'université entre les étudiants, entre étudiants et enseignants. Une plus grande difficulté à se parler, à s'exprimer, à mettre des mots sur des ressentis, sur l'objet de demande. Alors, entre étudiants et enseignants, mais aussi entre collègues, entre enseignants, entre responsables administratifs, le dialogue était plus compliqué. Et puis donc l'idée aussi du COPIL, c'est de proposer en fait des solutions. Donc on va mettre en place très prochainement des groupes de travail. L'idée étant de rationaliser l'information. Rationaliser, fluidifier l'information autour de tous les dispositifs qui existent déjà pour protéger la santé mentale, pour essayer de déstigmatiser cette santé mentale, favoriser la formation des personnels, notamment la formation au premier secours en santé mentale. Il y a quelques personnels qui sont formés, mais encore trop peu, et développer des actions qui pourraient renforcer le lien, identifier des tiers-lieux, favoriser l'aide entre pairs, favoriser également l'engagement, la pratique sportive. Le service universitaire de pratique sportive a posé le diagnostic que durant le confinement, les étudiants auraient perdu environ 10% de leur capacité physique, ce qui est énorme, ce qui a aussi un impact sur le bien-être, sur la santé mentale. Et puis également, l'idée de ce COPIL, c'est de pouvoir mettre en place un événement à la rentrée prochaine autour de la santé mentale pour promouvoir tous les dispositifs qui existent. Donc, du coup, les groupes de travail, ils travaillent aussi avec vous, Maxence Rouillat, je crois, le COPIL de la santé, pardon. Vous travaillez aussi avec eux. Vous êtes en lien dans le cadre de votre cellule bien-être? C'est ça, dans la même dimension. Tout ce qui relève du champ large de la santé mentale et du bien-être,
on travaille ensemble donc avec Madame Salès-Vimin, Madame Fiorentino et moi-même. Et donc, alors, du coup, moi, j'ai plus pris on va dire, le lead sur la partie cellule bien-être. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Si on peut déjà avoir quelques brèves infos sur alors, il y a certains groupes de travail dont Madame Fiorentino a parlé qui faisaient partie des idées qu'on avait avant même le copil santé mentale. C'est juste ça permettait d'y donner une substance, une adhérence plutôt plus large, notamment sur ce qui est les formations des premiers secours en santé mentale, qui ont montré leur intérêt et leur bénéfice depuis de nombreuses années dans d'autres pays, notamment en Australie où ça a commencé, c'est là que ça a été créé. Et de pouvoir travailler ça notamment avec l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté et de mettre en place un dispositif qui soit à la fois pérenne et aussi large, qui soit pour les étudiants, pour les personnels, pour les enseignants, pour tout le monde. Ça n'existe pas aujourd'hui chez nous, hein, une formation de premier secours santé mentale, ça existe. Elle existe, elle est portée notamment par l'association des premiers secours en santé mentale, donc PSSM France, qui le déploie de manière très large dans plein de milieux, que ce soit le milieu public, que ce soit les collectivités privées et l'enseignement de l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, avec une mise en marche qui forcément doit prendre son temps parce qu'il faut avoir des personnes qui ensuite soient capables de former, etc. Et l'idée, c'est qu'au sein de l'université, on puisse être en capacité d'avoir des formateurs pour qu'on puisse proposer à nos étudiants d'avoir cette formation, qui est une formation assez courte, mais qui permet de savoir quoi faire, comment réagir si on a quelqu'un, un ami, un proche qui se sent pas bien, ou éventuellement réagir s'il y a quelqu'un qui... Donc c'est pas un massage cardiaque physique, c'est un massage cardiaque de l'âme. C'est ça, mais c'est l'équivalent en fait du PSC1, mais sur un aspect de santé mentale. Et du coup, c'est quelque chose ça fait partie de l'un des groupes de travail qui sera mis en place. Et notamment le fait un autre qui est ici, je peux donner un deuxième qui est sur tout ce qui est stigmatisation justement, et plutôt sur la déstigmatisation avec des partenaires extérieurs qui sont déjà largement prêts à travailler sur le sujet. Mais voilà, ça permettra de travailler sur tout ça et de pouvoir potentialiser les expériences des autres et des acteurs qui sont aussi extérieurs, et notamment la Mutualité française par exemple, qui ont déjà une expérience sur le sujet. Là, de pouvoir le faire bénéficier pour les étudiants de l'université. Donc, ce serait pour un événement en septembre, c'est ça? Alors, pour l'instant, je ne peux pas donner de date. Ça va être en cours de travail au prochain semestre. Et, je crois qu'ils vous ont déjà trouvé comme partenaire. Hein. On s'est trouvé. Mais voilà, donc c'est tout un tas de travaux qui seront lancés au deuxième semestre, après avoir fait une consultation. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui seront menés sur aussi d'autres aspects au cours du deuxième semestre pour le mettre en place dès que possible. D'accord. On passe à la phase repérée, qui est encore une autre phase, mais on en a peut-être déjà un peu parlé. C'est donc comment on prend en charge les étudiants en souffrance psychologique. Quel est votre rôle? Comment vous évaluez cela? Comment vous réagissez? Est-ce que vous avez des portes d'entrée aussi sur Dijon en centre-ville? Parce qu'on en parlait aussi de ça. Il existe plein de choses. Hein. Il existe plein de choses très diverses. Moi, je vais quand même bien présenter. Enfin, je pense qu'il est important de rappeler l'existence du service de santé universitaire en tant qu'entité publique. Et c'est justement d'y avoir travaillé que à partir de là, je pense qu'il est important de rappeler l'importance, bien entendu, de tous ces dispositifs de repérage, etc., mais surtout des lieux où on reçoit et des lieux où on soigne. Personnellement, j'ai fait l'expérience pendant 25 ans de travailler à 10 à 15 heures par semaine pour les étudiants, là où il aurait fallu 3 temps plein. Et en fait, quand je fais des statistiques et je m'aperçois que je vois des gens 1 à 3 fois, et puis pour un tiers, 3 à 5 fois pour un tiers, et puis au-delà de 5 fois pour un tiers, à partir du moment où j'ai eu un mi-temps, c'est-à-dire depuis cette année, je m'aperçois que je vois les gens 15 fois. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, avec le Covid, avec les décisions gouvernementales, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place. Mais vraiment de façon inédite. J'ai milité pendant 25 ans pour qu'il y ait beaucoup plus de possibilités d'accueil de services au centre de santé universitaire. Ça ne s'est produit qu'à la faveur
du Covid, Il fallait qu'il où se passe effectivement on a eu, et de la un direction drame. du moment qui était très volontaire dans le fait de développer plus encore l'accueil en santé mentale, qu'on s'est retrouvé avec 3 mi-temps. On dit qu'on est passé du jour au lendemain de 15 heures par semaine en vacation à 3 mi-temps de psychologue. Ce qui est quand même... voilà, il a fallu ça. Bon, ben, Mais il vaut mieux que ça dure dans le temps et maintenant. je pense qu'effectivement, alors moi je suis clinicien et je défends ma partie qui est effectivement celle du soin où on reçoit les gens et effectivement on repère, on oriente. Alors effectivement, quand on était dans la difficulté, on était pendant très longtemps dans la difficulté de ne pas pouvoir recevoir autant qu'il aurait fallu, donc d'orienter. Mais très vite, alors moi j'ai participé aux réunions des psychologues de service de médecine préventive, ça s'appelait comme ça avant, à Paris une fois par an. C'était très agréable parce que je voyais des collègues qui étaient dans la même expérience, qui avaient une orientation analytique comme moi, et on faisait le même constat, c'est qu'effectivement c'était très compliqué d'orienter. C'est très compliqué d'orienter quelqu'un à partir du moment où on a commencé un travail avec quelqu'un à écouter. Et c'était peut-être même indécent d'orienter quelqu'un en disant voilà, je vous ai écouté 2-3 fois, et puis maintenant, ben voilà, on fait de l'orientation, voilà. Et donc on a fait ce constat, et puis on a fait ce constat assez compliqué, assez difficile, que orienter vers la psychiatrie de ville, c'était de plus en plus compliqué, parce que les psychiatres sont bien entendu complètement débordés. Il y a une pénurie de psychiatres et de médecins. Hein, mais les psychiatres sont remboursés. Les psychiatres sont remboursés. Donc, effectivement, en tant qu'institution publique, on avait pour mission plutôt d'orienter vers des consultations conventionnées. On pouvait aussi orienter. Alors, à Dijon, on a plusieurs associations qui existent, qui s'appellent AREA, qui est d'orientation analytique, rattachée à l'école de la cause freudienne, qui propose depuis une vingtaine d'années des consultations pour un public d'adolescents et adultes jeunes. Il y a Adosphère, qui accepte, mais qui est pareil, qui était un petit peu coincé en termes de suivi. Je vois qu'on prend des notes là-bas, donc c'est que ça intéresse. Et puis, il y a ce nouveau dispositif inédit, Macron, hein, de santé psy étudiant. Donc, j'avais préparé un petit topo pour présenter ce dispositif qui fonctionne bien, parce que je viens d'avoir les statistiques aujourd'hui même. Il y a eu 12 000 étudiants reçus. Avec le chèque psy. Avec le fameux chèque psy, pour 1200 psychologues partenaires. Alors, je peux en dire un mot si oui, vous bah voulez, oui. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est très simple. Alors, ça a mis un petit peu de temps avant de se mettre en place, mais ça fonctionne de façon assez simple. Maxence Rouillat avait l'impression que les étudiants ne se jetaient pas dessus, mais peut-être que vous nous donnerez votre point de vue après, Maxence. Oui, avec plaisir. Déjà, comment ça fonctionne? Parce que la formation n'a peut-être pas si bien circulé aussi bien qu'il aurait fallu. Alors, avant le chèque psy, il y avait effectivement aussi des étudiants qui étaient assez demandeurs par rapport à leur mutuelle. Et moi, ça fait 25 ans que je me pose la question des mutuelles. Les choses sont en train de bouger, en me disant, mais est-ce que spécifiquement pour les étudiants, donc les mutuelles spécifiquement étudiantes, etc., je me suis posé la question. J'ai eu beaucoup plus de gens de l'AMGEM qui me demandaient des choses parce qu'ils étaient informés, eux, de la possibilité d'un remboursement. Alors, étudiant ou pas étudiant. Votre com est bien faite, sans doute. Le chèque psy, alors, ça s'appelait au départ santé psy, chèque d'accompagnement psychologique. Et puis, ça s'est renommé ensuite santé psy étudiant. Alors, à titre d'information, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez santé psy étudiant et vous tombez tout de suite sur l'interface santé psy étudiant qui vous dit trouver un psychologue. Et donc, vous avez les psychologues qui sont répertoriés dans votre ville, les psychologues partenaires qui ont été sélectionnés par les universités pour pouvoir recevoir les étudiants. Alors, au départ, c'était pour 3 à 6 séances, 2 fois 3, c'est-à-dire une ordonnance. Il faut aller voir le médecin. Hein. C'était au départ par rapport à la crise sanitaire. Il faut aller voir le médecin qui fait une ordonnance pour 3 consultations. Et il faudrait retourner voir le médecin pour à nouveau 3 consultations. C'était limité à 6. Et tout récemment, là, ça y est, c'est acté. Il suffit d'aller voir une seule fois le médecin pour 8 consultations. Et il faut que le praticien ait un numéro ADELI aussi. Alors, il faut que le praticien ait un numéro ADELI, c'est-à-dire qu'il faut que le praticien... Oui, non, mais alors, les praticiens qui sont partenaires du dispositif sont déjà des praticiens qui ont un numéro ADELI. D'accord. Là, il faudrait refaire un peu d'histoire, parce que avant tout ça, on a eu aussi, alors ça c'est... parce que dans le champ psy,
il y a les psychologues, il y a les psychiatres, il y a les psychothérapeutes. Bon, je vais faire un peu de pédagogie. Et donc, les psychologues ont un diplôme reconnu et les psychiatres ont un diplôme reconnu. Les psychologues peuvent être psychothérapeutes, les psychiatres peuvent être psychothérapeutes. Puis il y a les psychothérapeutes qui n'étaient ni psychiatres ni psychologues. Et le législateur, il y a quelques années, a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça avec le fameux décret sur les psychothérapies. Non pas sur la psychothérapie, mais sur l'usage du titre de psychothérapeute. Mais bon, tout ça n'impacte pas tellement le dispositif santé étudiant puisque ce sont essentiellement des psychologues. Et les psychologues ont travaillé aussi par rapport à ce décret et dont ils ont la possibilité de faire valoir le titre de psychothérapeute. Donc voilà, il faut un numéro ADLI. On est tous enregistrés à l'ARS avec un numéro ADLI. Le problème, c'est que c'est un dispositif qui peut très bien fonctionner, mais qui a aussi ses fragilités parce que un certain nombre de psychologues se sont dit, moi, faire tout un travail administratif pour gagner 30 € par séance, c'est pas cher payé. Et puis, il y a un certain nombre de psychologues qui se sont désengagés parce qu'il y a eu des couacs administratifs qui faisaient qu'ils n'étaient pas payés. Ouais. Donc, c'est bon, mais ça, c'est le démarrage. C'est le problème au démarrage, on va dire. Et ensuite, voilà. Mais il y a eu des couacs locaux qui ont fait que certains, voilà. À Dijon, par exemple, là, on n'est plus très nombreux. Il y en avait une dizaine, une quinzaine, et il n'y en a plus que 3 ou 4. Nous ne sommes plus que 3 ou 4. Mais j'espère que tout ça que l'administration va les recontacter, les psychologues partenaires de départ. Moi, je trouve que c'est un dispositif intéressant parce que ça s'adresse toujours aux étudiants. C'est en ville. Et c'est aussi un espace tout à fait intéressant. C'est pas la même démarche aussi, hein, d'aller en ville. Eh ben, je veux dire, c'est pas si évident que ça, parce que là, on n'a pas de place au CSU, au CPSU, au centre de santé. Parce que moi, je suis archi plein. Il me reste 2 places avant Noël, quoi. Et du coup, malgré mon mi-temps. Et du coup, ben, on a quoi? On oriente vers les consultations de psychiatres? Non, on peut pas. Les CMP, on peut pas. Ils nous les renvoient. Area et Adosphère, ils sont blindés. Donc, on leur dit, ben voilà, il y a ce dispositif. Et moi, je reçois aussi, donc, du coup, des étudiants dans ce dispositif. Et ça pose aucun problème. Peut-être ça pose un problème pour les étudiants qui ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils consultent sur le lieu même de l'université. Je ne sais pas. Mais non, ils viennent et ça fonctionne. Maintenant que c'est en route, ça marche. Hein. Maxence Roya, alors vous n'aviez pas l'impression que les étudiants ils se ruaient sur. J'ai reçu une centaine. Alors je veux dire, j'ai reçu une trentaine d'étudiants. J'ai fait une centaine de consultations depuis le mois d'avril, dont pendant les périodes de vacances universitaires, ce qui est quand même au mois de juillet et au mois d'août, ce qui peut être intéressant aussi. Alors j'ai un avis qui du coup le mien sur le chèque psy, qui est celui qu'il il y a quand même une condition qui est de faire le pas d'y aller. Et on en revient à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est que il y a tout un tas d'obstacles qui font qu'avant d'aller consulter un psychologue, avant de faire le chemin d'aller voir son médecin, il y a quand même un pas à faire et que c'est une mesure donc c'est déjà une bonne chose, mais c'était dans le sens où il faut pas que ça soit une mesure où on se dit ça y est, c'est fait et c'est terminé. Il faut que ça soit qu'une étape parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet aspect de prévention, cet aspect d'information, c'est qu'il faut qu'on puisse former et informer sur le fait que c'est une porte qui est tout à fait ouverte. Et après, ça va même très loin sur la formation, même par exemple des médecins. Du coup, il faut aller voir un médecin généraliste. Et du coup, bon, la formation médicale, je la connais assez bien. C'est pas forcément quelque chose qu'on apprend si bien que ça dans notre formation. D'orienter, à repérer et orienter, orienter correctement parce qu'on n'oriente pas forcément vers un psychiatre et vers un psychologue de la même manière. Chacun a sa compétence et on n'oriente pas de la même manière. Donc il y a beaucoup de leviers qui sont encore à mettre en place et c'est ce qu'on dit, c'est que tant qu'on ne comprendra pas des mesures qui seront beaucoup plus larges, on restera bloqué. C'est une très bonne mesure parce que tout ce qui est le champ de la psychiatrie, de la psychologie est en souffrance importante par manque de monde pour assurer l'ensemble des besoins de consultation qui en plus augmentent de plus en plus. Mais il faut avoir pour le chèque psy, il faut avoir ce premier pas de se dire je vais consulter quelqu'un. Et ce premier pas, il peut parfois être très difficile à faire. Et effectivement, c'était plutôt sur l'aspect de réduction du nombre de psychologues.
comme tout le monde de la santé, quand on a une relation qui se crée avec le professionnel de santé avec lequel on est, et surtout quand c'est sur un aspect de santé mentale, parfois il y a une relation qui ne peut pas forcément, qui ne fonctionne peut-être pas, et du coup on peut avoir à changer de psychologue, de psychiatre, comme on peut changer de médecin généraliste. Je pense qu'on a tous eu l'occasion de rencontrer un médecin généraliste avec qui ça passait pas forcément très bien. Quand on prend médecin référent, on se dit mince, il faut recommencer le dossier, c'est pareil. Non, mais c'est à titre d'exemple. Et du coup, la mesure fait que si on est effectivement sur 10 gens, si on en a 10, ça permet éventuellement de pouvoir changer. Que quand il y en a 3-4, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'entériner, au contraire, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit qu'une première étape, qu'on aille encore plus loin, qu'on le soutienne de plus en plus et qu'on puisse permettre de faciliter toutes ces démarches administratives pour peut-être rendre plus attractif le dispositif, le rendre plus intéressant à tous les niveaux, et aussi de former, d'informer, et même par exemple sur les équipes pédagogiques, les enseignants, etc. C'est tout un tas de dispositifs qui peuvent aussi conseiller à leurs étudiants quand ils sentent que parfois un étudiant ils sont pas forcément très bien, etc. C'est pour dire qu'il y a une évolution qui est certaine, et l'aspect de prévention ne doit pas être oublié, sinon malheureusement on va se retrouver comme parfois d'autres mesures où on reste un peu bloqué avec tout un tas d'obstacles, et ce serait vraiment dommage. Justement, Karen Fiorentino, on en parlait ensemble. Vous, en tant que professeur, donc œil extérieur, quand vous remarquez qu'un étudiant va mal, quelle est votre démarche? C'est assez délicat parce que ça aussi, ça a été dit durant les séances du COPIL. On sent que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas quoi faire. D'avoir une formation, comme on n'est pas des professionnels de santé, il y a aussi la crainte en fait de mal faire, d'avoir une parole ou une attitude qui, au lieu d'aider l'étudiant, va plutôt l'enfoncer. Donc, bon, souvent on est un petit peu gêné. C'est pas évident non plus de faire parler les étudiants. Moi, je vois à l'occasion des examens, l'an dernier, j'ai posé la question systématiquement aux étudiants de savoir comment s'est passée leur année. Et quasiment tous m'ont répondu bien. Alors, oui, mais comme là, regardez, personne n'ose prendre la parole, on se rend compte que c'est pas facile en fait. Je sais que ça a été dur Non, pour mais certains. vous leur auriez demandé, est-ce que ça a été dur? Vous aurez répondu oui. Alors, ça dépend de la question qu'on pose. Parce que une fois que bon. Non, mais c'est pas facile. Ils n'osent pas prendre la parole en fait, donc ils n'osent pas dire que ça va pas bien, son professeur. Ça dépend comment les questions qu'on pose. Parce que une fois passé ça, quand on les interroge sur les projets professionnels, sur le lien, sur les mécanismes d'apprentissage, ben, on voit que là finalement non, tout ne va pas bien. Je me rappelle d'un étudiant mais qui n'avait parlé à personne pendant une semaine. Il est resté une semaine sans parler à quelqu'un. Un autre étudiant qui éprouvait des phobies, qui ne pouvait plus sortir de chez lui suite au confinement. Donc bon, là, effectivement, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, que faire? Moi, bon, je remontais toujours vers le SSU parce que à l'université, c'est l'interlocuteur quand il y a des troubles d'ordre psychologique. Je l'ai renseigné sur Éducare, mais après, bon, personnellement, je ne savais pas trop quoi faire de plus. J'étais un petit peu bloquée. Une fois encore, la crainte par maladresse, finalement, de desservir l'étudiant plutôt que de l'aider. Mais c'est aussi le dialogue, c'est l'écoute et puis l'échange. Après, quand c'est tourné vers les professionnels, c'est l'étape suivante. C'est vrai que la crise sanitaire a permis d'identifier un certain nombre de difficultés qui étaient déjà là depuis très très longtemps. Les troubles phobiques, les troubles alimentaires, les phénomènes de harcèlement. Vous avez toute une liste de jolies choses là. Non, mais ça c'est autre chose. C'est la liste des jolies choses que j'ai établie. D'accord, je vois de loin. Par rapport au site, par rapport à une autre instance qui existe, que je me dois de nommer, qui s'appelle Aptitude, qui est une association nationale qui fonctionne avec un financement Crous. D'accord. Et il suffit de vous taper Aptitude sur votre ordinateur et vous allez tomber sur un site national avec des ramifications locales. Et Aptitude, qui est alors je crois une association qui s'est mise en place au service des étudiants et de la santé psychologique des étudiants aussi, pour l'accompagnement des études, a développé tout un ensemble
de propositions et d'articles. Alors, je suis allé voir aujourd'hui. Parce que ce qui est intéressant, alors moi, je trouve que ça fonctionne plus comme une start-up, mais c'est mon regard un peu critique. Mais en tout cas, ils ont bien référencé les choses qui concernent les troubles, les difficultés des étudiants. Et j'en ai fait la liste, là. Je peux vous la dire. Alors, il y a des articles qui correspondent, au fond, qui sont des sortes d'appels enfin, en tout cas, des sortes de facilitateurs pour que les étudiants fassent une démarche. Bon, alors par exemple, il y a l'orientation sexuelle, l'éco-anxiété, donc l'anxiété liée au bouleversement climatique. Et je l'entends, ça aussi. Alors, je ne suis pas en train de faire la pub pour Aptitude parce que je ne suis pas forcément d'accord. La bipolarité, c'est très à la mode. Les TDAH. Les TDAH, c'est Alors, les troubles du développement avec l'hypersensibilité, il y a beaucoup d'étudiants qui s'identifient à ça. Hein. Les dyslexie, praxie, phagie, calculie, etc. La gestion de ces émotions. Alors, la gestion, elle est partout. La gestion du stress, des émotions. Voilà. Les ruminations, le harcèlement, l'hypocondrie. C'est très présent dans la clinique des étudiants. Le deuil, évidemment, parce qu'il y a aussi un âge où on peut être amené à perdre un parent, un grand-parent, voire traumatiquement des amis. Le traumatisme, le suicide, contre le suicide, bien entendu, les TOC, les dépendances, la confiance en soi. Alors, si on veut être psychologue auprès des étudiants et qu'on ne supporte pas d'entendre parler de confiance en soi, il vaut mieux passer son chemin et puis faire autre chose. On entend ça toute la journée. Mais ça se décline à chaque fois d'une manière extrêmement différente. Ça veut dire plein de choses à la fois. Et c'est toujours quelque chose à entendre. Effectivement, l'individu en construction se pose énormément la question de son... Voilà, l'alcoolisme, la dépression, l'automutilation, l'angoisse, la violence. La violence, elle existe aussi dans la cité et elle existe aussi pour les étudiants. Je reçois à mon cabinet un étudiant qui ne sort pas de chez lui parce que dès qu'il sort de chez lui, il croise des gars, des loulous, qui, en le croisant, aboient, en lui faisant très peur. Donc, il ne sort pas. Il a juste à venir consulter au cabinet. La rupture amoureuse. Voilà, l'autonomie, le groupe, voilà. Aptitude, ils ont bien repéré tout ça, donc ils font toute une communication, c'est très bien fait. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que... On en arrive au dernier volet de la prise en charge et de la cellule bien-être. Peut-être que on en a parlé sans vraiment identifier que c'était ça, la cellule bien-être. Résumé en quelques mots, Maxence? En quelques mots, c'est là le plus grand défi. Non, le temps passe, c'est pour ça. Je vois votre montre. C'est une instance qui s'est créée, que j'ai créée notamment avec Madame Fiorentino à l'université, qui remplit plusieurs grands objectifs, qui était d'abord le premier de mettre en commun l'ensemble des acteurs qui participaient sur l'aspect du bien-être et du coup dans une dimension bien-être versus mal-être et encore une fois dans une démarche qui est en amont de l'aspect santé et de l'aspect vraiment médical de la santé mentale, dans lequel là il y a tout un tas de structures qui existent déjà. Et du coup, l'université, c'était en fonctionnement avec le service de santé universitaire, mais c'était tout ce qu'il y avait plutôt en amont et tout ce qu'on pouvait faire justement en amont pour pouvoir préserver le bien-être étudiant et éviter d'arriver justement toujours dans des situations de mal-être en menant vers de l'aspect médical de la santé mentale. Donc, déjà, le terme bien-être, ça veut dire que ça peut aller vers le bien. Déjà, plutôt que de dire santé mentale et faire peur aux étudiants, c'est bien alors, ce terme. C'est plutôt c'est aussi un terme qui est dans un aspect, on va dire, d'évolution, si je puis dire. Il y a ce capital, un peu, ce capital bien-être qu'on a tous, qu'on peut préserver en étant acteur dessus et en l'augmentant avec tout un tas de choses, en rencontrant des amis, en allant au cinéma, en prenant soin de soi, en faisant du sport, en faisant tout un tas de choses, en se connaissant bien, etc. Et au fur et à mesure, on perd ce capital, soit parce qu'on a des périodes de stress qui sont intenses, du coup on en perd, soit parce qu'on l'effrite petit à petit, et au fur et à mesure, on arrive vers plutôt ce stade du mal-être. Donc là, ce stade du mal-être, il va pouvoir rester longtemps. Dans un premier temps, il va être gérable, on va réussir à le pallier, on va réussir à lutter contre, puis
pour certains, il va être de moins en moins gérable. Et là, on arrive à la limite qui est plutôt de l'aspect médical de la santé mentale. Et c'est pour ça que c'est pas tout fait partie d'une même dimension, mais alors c'est plutôt un modèle que je présente, qui a vraiment ce modèle un peu d'évolution. Alors après, c'est schématiquement, parce que forcément, on peut toujours retrouver des liens entre chacun, mais voilà. Et donc, du coup, il y avait cet aspect de réunir l'ensemble des acteurs qui ont été voilà, le service de sport universitaire, le service de santé universitaire, les services de l'université, voilà, tous les acteurs qui pouvaient participer de près ou de loin au bien-être des étudiants. Ensuite, ça a été aussi de permettre de disposer d'un guichet unique pour les étudiants, surtout cet aspect-là, avec une adresse mail de contact. Et à partir de là, on tombe sur quelqu'un qui est derrière l'adresse mail et qui, d'une, prend le temps de répondre. Un mail unique, vous voulez peut-être le donner, ce mail unique? Il est très très simple, c'est cellule bien-être tout attaché @u-bourgogne.fr. Cellule bien-être tout attaché sans accent, sans bourgogne.fr. bourgogne.fr. Et donc, du coup, il y avait cet aspect de guichet unique et ensuite de pouvoir directement orienter vers le bon acteur, parce que justement, ce qu'on disait, c'est que des choses qui existent, il y en a énormément. Et c'est justement parfois un peu la difficulté, c'est qu'il y a tellement de choses qui existent qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas de quoi on peut avoir besoin. Et donc, ça sert l'objectif était de pallier à ce niveau-là. Et ensuite, le dernier objectif qui est la prochaine phase là, qui va plutôt arriver sur le deuxième semestre, c'était de pouvoir permettre à l'université d'être actrice sur tout ce qui est bien-être étudiant, de pouvoir mettre en place des ateliers de gestion du stress, gestion de son sommeil, comment être performant pour ses examens, comment savoir réviser, comment prendre soin de soi, comment gérer ses émotions, des séances de sophrologie, des ateliers plutôt culturels. Donc voilà, il y a tout un panel d'ateliers, de projets, de dispositifs qui vont se mettre en place et qui permet à la fois de balayer de ce guichet jusqu'à être à l'étape d'université qui est vraiment actrice et qui met en place tout un tas de dispositifs pour permettre à nos étudiants d'être eux-mêmes acteurs de leur bien-être et d'avoir toutes les clés en main pour le faire sans forcément non plus que ça soit un coût supplémentaire en termes financiers. Voilà, si je peux résumer globalement. On a une petite question pour Stéphane Nousseau. Est-ce que 75% des femmes, c'est des étudiants, on a compris, qui venaient vous voir, mais est-ce que c'est globalement 75% votre clientèle au niveau adulte, toute la population? Vous avez aussi des statistiques dans votre petit Non, justement, je l'ai jamais fait et je me suis toujours posé la question, mais je l'ai jamais fait. D'accord. Savoir s'il y aurait plus de femmes que d'hommes. Je suis en train de regarder ma semaine là. Ah oui, je pense comme que ça s'équilibre un peu plus qu'à l'université, même si probablement il y a un petit peu plus de femmes qui viennent consulter que d'hommes. Mais non, oui, parce que les femmes se posent plein de questions. On voit beaucoup de bons hommes dans nos cabinets aussi. D'accord. Donc c'est moins flagrant qu'à l'université. D'accord. Et puis, peut-être un dernier exemple qui date des années 60, la Verrière. Maria-Laura Finon, vous voulez raconter cette belle histoire pour conclure, parce qu'on va en arriver à la fin. Et puis aussi, vous vouliez dire que le chèque, vous y aviez pensé avant, mais on l'a dit. Oui, quand on parle de la mutuelle MGEN, il y a toujours un lien avec la santé mentale, puisque nous avons, dès 1958, créé le premier établissement de santé mentale en France. Donc, il est situé à la Verrière, dans les Yvelines. Et MGEN, c'est une mutuelle, mais nous avons aussi des établissements de soins, on en a 33 en France, à but non lucratif. Ça, c'est important parce qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et ce premier établissement, donc, qui s'appelle l'Institut Marcel Rivière, vient d'être tout rénové. Donc, le lieu, c'est la Verrière. Et avec un concept très novateur pour la psychiatrie. Alors, il y a un pôle adulte, un pôle enfant. Les capacités ont augmenté. Ce nouveau concept, c'est que
y a été adjoint, ce qui existait aussi à cet endroit-là, qui avait été créé en 1974, le pôle gériatrie. Donc, il y a EHPAD, santé mentale adulte, santé mentale enfant. Et c'est à contre-courant de la vision qu'on peut se faire de la psychiatrie où on dit psychiatrie, enfermement, isolement. Et là, non, tout le monde travaille ensemble dans un esprit humaniste. Et c'est l'idée d'un patient résident citoyen. Voilà. Puis la verrière, ça veut dire lumière aussi, on imagine. Ah non, c'est le nom du village. Ah, c'est le nom du village. Ah, bah, Oui, la verrière dans les Yvelines, dans le 78. Voilà. Est-ce que c'est né du courant un peu de ce qu'on a appelé l'antipsychiatrie à un moment donné, qui a été une forme d'intégration au social C'est ça. Oui. Voilà. C'est une forme de quoi? Il y a un mouvement comme ça qui a favorisé le développement d'un certain nombre d'établissements de santé, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, qui a été appelé l'antipsychiatrie, qui était autre chose qu'un esprit strictement asilaire. C'était la psychiatrie dans la cité d'une certaine façon, avec des équipes souvent absolument pluridisciplinaires. C'était les bases de casser justement cet esprit d'asile dont on a encore un peu l'image d'enfermement, etc., qui était quand même le système psychiatrique de l'époque du milieu du XXe. Et d'ailleurs, un grand hôpital psychiatrique de Paris, il y a eu c'est là où la pérédance, qui est le fait d'être patient et de pouvoir aider les personnes en ayant déjà vécu des épisodes psychiatriques, c'est là où ça a existé, mais ça peut être valable dans d'autres aspects de la médecine, et qui était de pouvoir casser un peu cet esprit où on rentre dans une structure de soins de santé mentale et on y reste toute sa vie. Et donc ça a été là que l'antipsychiatrie a un peu créé ce cassage et de pouvoir aller évoluer vers ce qu'on appelle la guérison, alors qu'à l'époque c'était des choses qui ne me gênaient pas forcément. On a une question enfin. J'avais deux questions. Déjà, M. Dussault, je voulais vous demander, tout à l'heure, vous parliez de ce qui a été fait individuellement, collectivement, avec les ateliers de gestion des émotions, etc. Donc, on voit qu'il y a des stratégies d'adaptation qui ont été mises en place et peut-être aussi des facteurs de résilience, tout ça. Et on voit que ces stratégies d'adaptation, elles ont été mises en place souvent par rapport à un événementiel qui a été source d'une grande souffrance. Et du coup, je voulais vous demander si vous avez vu sur cette période si le Covid pouvait, dans la population des étudiants, a été considéré comme un événement traumatique, un syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que vous avez pu repérer des signes et vu que ça s'est étendu, est-ce qu'on peut vraiment parler d'événements traumatiques, vu que ça a duré, les confinements, et est-ce qu'il y a eu un après-coup aussi? On est dans un très grand paradoxe, parce qu'effectivement, politiquement, les décisions de développement, enfin d'augmentation du temps consacré, du temps de psychologue, etc., ce que je disais tout à l'heure, ça a été décidé, j'allais dire, à la faveur de cet événement, considéré comme un événement traumatique. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais vu d'étudiant qui avait été traumatisé par le Covid. Aucun. Alors, je pourrais dire si, une étudiante qui était très inquiète pour sa mère, infirmière, qui était elle-même touchée dans le moment où on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais sinon, aucun directement. Par contre, tout le monde, les étudiants et nous tous, on a tous été impactés par le Covid, effectivement, indirectement. Ils sont d'ailleurs très peu venus parler du Covid. Je veux dire, même pour nous, c'est-à-dire, le Covid nous a impacté dans notre vie sociale. Alors pour certains, oui, dramatiquement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier tous ces gens qui sont morts, toutes ces familles qui ont été atteintes, toutes ces angoisses qui ont pu aussi exister pour les gens hospitalisés. Mais moi, j'en ai pas vu spécialement. Honnêtement, j'en ai pas vu spécialement. Par contre, effectivement, ça a permis de faire émerger toute une série de demandes, parce qu'effectivement, on a eu. C'est là où dans la préparation de cette réunion, je rappelle l'adage qui fait que c'est avec de l'offre qu'on permet à la demande de s'exprimer, et plus on a d'offres, plus la demande va arriver. On dit aussi, c'est avec de l'offre qu'on crée de la demande. Moi, je nuance, oui, on crée de la demande aussi, mais avec de l'offre, on permet à la demande de s'exprimer. Sinon, elle ne vient pas. Et là, elle est venue en masse, effectivement. C'est d'ailleurs étonnant. Je veux dire, les psychologues, on le vend en poupe, là. C'était pas le cas avant.
Là, depuis quelques 6 mois à 1 an, les jeunes psychologues s'installent, ils ont du monde, etc. Moi, j'ai vu des gens galérer qui n'avaient personne. Et puis la mutualité française a pensé à cette thématique, donc c'est pas pour rien non plus. C'est que tout le monde s'est mobilisé. Eh ben, tant mieux, tant mieux. On va en faire le mot de la fin. Un autre mot de la fin. Je vais juste quand même mettre un bémol. Donc, du coup, il y a plein de questions. J'ai parlé de l'Institut de la Verrière parce que la santé mentale est dans l'ADN de Ingemen. Donc nous, dans nos offres, ça fait très longtemps chez les jeunes où il y a des possibilités de remboursement de séances. Ça n'a pas été mis en place là. Le mouvement mutualiste et la FNMF s'est engagé avant l'État. Là, quand on a annoncé 4 séances remboursées à hauteur de 60 €, c'était avant les décisions gouvernementales. Donc, il y a quand même des choses qui existaient auparavant, qui étaient déjà mises en place, mais pas suffisamment connues. On fait du rap pour les questions, Cindy, Sabrina? Oui. Ok, super. Allez-y. Bonjour, moi je m'appelle Mel et je fais partie d'une association qui s'appelle Nightline. On travaille aussi sur la santé mentale des étudiants à travers le soutien par les gens. Madame Florentino, ça vous avez parlé par email. Du coup, moi j'ai plutôt des questions sur la cellule bien-être. J'aurais aimé savoir un peu plus sur le fonctionnement. Est-ce que tu es tout seul comme animateur ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui reçoivent les emails? Est-ce que c'est voué à continuer après, une fois que la crise commencera à être résorbée? Voilà, avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Il a dit que c'était voué à évoluer dans le temps, donc. Je l'espère, je l'espère. Alors oui, alors le Nightline, je connais notamment nationalement. Du coup, j'avais déjà eu des échanges justement en lançant le travail sur la cellule bien-être. J'ai eu des échanges nationaux. Mais alors oui, pour l'instant, je suis tout seul. Et justement, c'est ce dont on discutait. Il y a certaines parties que je commence à être entre guillemets à bout de souffle en termes de temps et de capacité, parce que forcément, pour réunir tout le monde, il faut rencontrer tout le monde, il faut aller voir un peu tout le monde. Ensuite, pour mener tous les projets, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des acteurs, il faut trouver les finances. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre, mais il y a tous ces aspects-là. Puis il y a l'aspect aussi d'écoute pour les étudiants. Et il y a notamment l'aspect de communication. Et donc, ça fait beaucoup de missions pour moi. Donc, c'est pour ça que oui, on cherche à renforcer. Sauf que, donc, il recrute. Vous voilà. pouvez le rejoindre. Sachant que, effectivement, avant de pouvoir renforcer, il fallait savoir si ça allait marcher ou pas. Parce que réellement, le départ, ça s'est passé dans une commission de l'université où j'ai fait une intervention en disant que là, on avait de plus en plus d'étudiants et qu'on ne pouvait pas se permettre en tant qu'université de rester et de juste constater. Et la gouvernance m'avait répondu, eh ben, on est à ton écoute, propose quelque chose. Et c'est parti comme ça. Donc c'est pour ça que les choses se sont construites petit à petit. Et effectivement, là, je vais sans doute devoir renforcer en termes humains. Et j'espère qu'à la suite, ça va encore plus se renforcer. Et en tout cas, en termes de structure, effectivement, on a la volonté, et qui est aussi celle de la gouvernance de l'université, qui est d'en créer une vraie structure officielle de l'université avec des statuts de fonctionnement, de composition, de mission. Et alors ça, c'est quelque chose qui paraît peut-être très administratif, mais c'est comme ça qu'on donne une vraie valeur d'une juridique et légale et d'existence officielle, et qui sera intégré dans les statuts de l'université, qui permet d'engager aussi l'université sur ce travail-là et de façon pérenne. D'accord. Et une autre question, en termes de formation, parce que du coup, tu disais parfois il y avait des situations d'urgence et tu es tout seul à répondre. Est-ce que tu as eu une formation, outre la formation des premiers secours en santé mentale, comment est-ce qu'il y a un cadre derrière les réponses à ces étudiants? Comment est-ce que ça s'organise? C'est lourd, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être lourd. Les situations et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'était pas dans le cadre de la cellule bien-être, c'était dans le cadre de représentants étudiants en médecine, qui fait que là, effectivement, ça soulève une autre question. Est-ce que du coup les représentants devraient avoir un minimum de formation? Mais je ne m'étendrai pas. Mais du coup, sinon pour la cellule bien-être, oui, il y a eu des formations avec des structures, notamment avec la Chartreuse pour des formations en interne. Il y a eu la formation des PSSM, ma formation de base d'étudiant en médecine, mais et encore une fois, je n'ai peut-être pas assez insisté, l'idée c'est que la cellule bien-être n'est pas une cellule qui est dédiée pour tout ce qui est situation d'urgence. La situation d'urgence, et ça c'est quelque chose qu'on intégrera dans
dans notre communication qui sera plus large, et encore une fois, deuxième semestre, c'est que ce soit pour les acteurs qui le constatent ou pour directement les personnes, c'est que si c'est de l'urgence, c'est le 15, comme toute urgence. Si c'est d'un aspect médical, c'est le service de santé universitaire. Et tout ce qui va relever du reste, si je puis dire, c'est la cellule bien-être. Mais l'idée, c'est de communiquer sur chacun son territoire, entre guillemets, avec toujours l'idée, parce que forcément, ces limites, elles ne sont pas forcément compréhensibles pour tout un chacun. Et donc, c'est toujours d'aller, on va dire, au cran du dessus. Si on hésite, si on trouve que c'est un isolement et on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est quelque chose de, entre guillemets, léger ou est-ce que c'est quelque chose où il faudrait voir un professionnel, dans ce cas-là, on va vers le professionnel de santé. Moi, je travaille avec le service de santé universitaire. Si eux, ensuite, ils trouvent qu'il y aurait besoin de quelque chose de non médicalisé, ils peuvent retourner vers moi, mais c'est toujours d'aller au-dessus. Si on hésite, est-ce que c'est une situation d'urgence? Mieux vaut appeler le 15, et je peux vous assurer pour y faire des gardes, on les appelle pour bien d'autres choses. Mieux vaut appeler le 15, le principe de précaution est toujours plus bénéfique. Je crois qu'il y avait encore 2 questions. 3 questions très précises pour M. Bousseau. C'est quel est le délai quand on vous appelle pour avoir un premier rendez-vous Au service de santé? Alors, vous avez dit tout à l'heure, il ne vous restait que 2 créneaux d'ici décembre. Là, ça se bouscule parce qu'on devrait être 3 mi-temps, mais on n'est que 2. Mais de toute façon, comme moi, c'est la première année où je pouvais faire des choses un peu suivies, donc j'ai fait des choses un peu suivies, donc j'ai plus trop de place. Là, actuellement, on essaie de ne pas faire de liste d'attente. Mais je peux vous dire que là, si quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose de très suivi maintenant, ça va être compliqué. Il faudra attendre. Alors, la vie universitaire, elle a aussi évolué. On a 2 semestres qui sont de plus en plus distincts. Et je crois qu'aussi la demande, elle évolue en fonction du rythme scolaire et universitaire. Et effectivement, il y a une redistribution de la demande qui se fait en janvier, et ce qui permet effectivement en janvier. Donc en janvier, moi, j'aurai à nouveau de la place. Mais le problème, c'est que je vais m'arrêter, je vais prendre ma retraite salariée au mois de février. Donc j'espère qu'il y aura quelqu'un qui reprendra. Mais effectivement, non, là, il y a une, comment dire, c'est comme sur la route, il y a des périodes de pointe. Il y a beaucoup de demandes en novembre-décembre et il y en a beaucoup après les partiels de janvier, en février, mars, avril. Voilà. Et puis après, ça redescend tout doucement, bien que la période universitaire s'étende aussi avec un second semestre, avec des examens jusque tard, ce qui fait qu'effectivement, la demande aussi, elle dure un peu plus dans le temps. Mais j'espère, en tout cas, moi, je fais tout ce qu'il faut pour que quelqu'un me remplace, pour que quelqu'un d'autre vienne occuper l'autre mi-temps disponible. J'espère que effectivement le SSU pourra répondre sans faire des délais. Il faut savoir, par exemple, qu'en psychiatrie, vous voulez une consultation en psychiatrie publique, c'est 1 an d'attente. Ça n'a aucun sens. Les étudiants ont besoin d'être entendus dans le moment même où ils sont en train de pressentir qu'il y a quelque chose à aller soumettre à une écoute. Si on loupe ce moment-là, ça ne se produira pas. La demande est fragile. Elle est très fragile chez les étudiants. C'est pour ça qu'on a tous œuvré, alors moi je m'arrachais les cheveux, d'ailleurs ça se voit, pour essayer de répondre dans des délais raisonnables, mais quand ça se bouscule, on ne peut pas. Hein. Et c'est pas une réponse très agréable que je vous fais, mais effectivement, là en ce moment, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez des psychiatres ? On a aussi des psychiatres. Alors initialement au SSU, il y a toujours eu des psychiatres. Quand moi j'ai commencé à travailler, ça avait été précédé par des vacations de psychiatres qui avaient ensuite été interrompues. J'ai travaillé pendant très longtemps avec une psychiatre qui faisait beaucoup de psychothérapie. Puis ensuite, on a eu d'autres psychiatres qui étaient aussi dans une position plus médicale avec de la prescription, de l'orientation. Très rarement, mais ça arrive, de l'hospitalisation et de l'orientation vers des soins psychiatriques. Mais on travaille aussi avec des psychiatres et effectivement, certains étudiants ont besoin d'un soutien médicamenteux, notamment antidépresseurs, qui peut être tout à fait précieux. Et heureusement qu'on a des psychiatres avec qui on peut travailler un peu. C'est pareil, je pense que le SSU a pour ambition d'amplifier un peu cette présence de médecins qualifiés en psychiatrie. Deux toutes dernières questions. C'était par
par exemple, peut-être que les documents qui sont en université, ils mal-être à l'université. Je comprends pas. Dans les bombes associées. Oui, s'il vous plaît. Le mal-être qui est présent à l'université, il peut déjà naître déjà dans le secondaire, par exemple au niveau de la terminale, ou dans l'orientation et tout ça, à ce sujet. Donc, l'université peut être un peu un catalyseur aussi d'un qui est déjà un petit peu présent. Est-ce que c'est votre rôle ou est-ce que vous êtes amené à faire de la prévention, des choses comme ça, déjà avant dans le secondaire, déjà à prévenir de qu'est-ce que la santé mentale, donc à être au courant, parce que je pense que au lycée, par exemple, les gens ont préjugé sur la dépression ou les difficultés qu'on pourra rencontrer à l'université, des choses comme ça, pourrait être aussi intéressant de faire un travail en amont avant justement arriver à l'université, arriver à affronter les difficultés des étudiants. Et est-ce que c'est votre rôle d'intervenir avant l'université? Je vais bien répondre. Oui, c'est sûr. En tout cas, je ne pense pas. Enfin, moi, je suis dans mon acte, mais il y a des activités, il y a des, comment dire, il y a des actions de prévention très importantes qui sont ciblées sur l'alcoolisme, les accidents de la route, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu des actions de prévention qui consisteraient à aller dans le secondaire pour enfin, préparer les étudiants à ce que ça va. Non, je ne crois pas. Par contre, en tant que clinicien, moi j'ai reçu des étudiants qui avaient déjà été amenés à consulter, notamment dans les CMPP, et qui étaient dans un autre temps de leur demande, cette fois en tant qu'adultes, ou dans une demande beaucoup plus autonomisée par rapport à ça. Mais non, ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Et je pourrais dire qu'au fond, même les parents sont pas prêts. Les parents, qui sont quand même des référents pour les jeunes étudiants, les parents ne sont pas prêts à bien percevoir la difficulté d'une vie étudiante. Ils ne sont pas toujours dans la mesure de voir la difficulté de la solitude de leurs enfants, le fait d'avoir à être présent pour les accompagner, parce qu'à partir du moment où ils sont étudiants, voilà, ils sont un peu lâchés et c'est pour certains un peu compliqué. Effectivement, je pense qu'il y aurait des choses à faire, alors là, c'est plus... C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet. Si je peux, c'est en tout cas une volonté et c'est des choses qu'on va commencer. Et encore une fois, le choix qu'on a fait, quand je dis on, c'est pour ma part, notamment pour en tant que chargé de mission bien-être étudiant et avec la gouvernance, du coup, Madame Fiorentino et Madame Morlet, de pouvoir faire un pont plus facilité et plus présent entre les lycées et notamment l'université qui organise des assemblées générales avec les proviseurs de lycée. La prochaine, je vais intervenir pour justement pouvoir déjà avoir un discours de bien-être, pour présenter ce qui peut exister et d'accueillir cette vision bien-être aussi, que c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement à cheval. Ensuite, il y aura aussi toutes les communications au niveau des journées portes ouvertes. Et ensuite, il y a tout un travail à construire avec les lycées. Et du coup, là, c'est plutôt un travail que je fais avec le rectorat pour déjà avoir des ponts entre les étudiants ou les représentants d'étudiants dans les lycées et l'université pour justement, avant d'aller sur le chemin du mal-être, etc., mais déjà de leur dire qu'il y a le bien-être, que c'est quelque chose sur lequel on se soucie et que dès qu'ils passeront la porte, entre guillemets, de l'université, on sera déjà là et qu'il ne faut pas qu'ils attendent justement d'être dans une situation compliquée avant d'en bénéficier. Donc il y a un pont qui est en train de se créer, mais c'est plutôt voilà, un pont entre lycée et université, un peu sur le principe du pont qu'il y a au niveau de l'orientation et qui se renforce de plus en plus, et notamment cette année. Monsieur Douceau va venir confirmer, parce que Oui, ce sont les voilà. étudiants en première année qui viennent consulter en majorité. C'est des statistiques que je pourrais dire qui sont valables pour toutes mes années d'exercice, à peu près sur à peu près 2000 étudiants en 7500 consultations que j'ai fait en 25 ans. C'est que la première année d'inscription concerne la première année. Les étudiants consultants sont pour 40 à 45% en première année, 20 à 25% en deuxième année. Si on fait la moyenne, on arrive à peu près entre 30 et 55% dans les 2 premières années. Donc c'est quand même effectivement, ça va dans le sens de votre question. C'est des étudiants jeunes pour la plupart, mais aussi des étudiants en fin de cycle. Les étudiants en fin de parcours, et les fins de parcours sont parfois très difficiles. Master et doctorat. Et puis, ça corrobore effectivement les âges de consultation, c'est 18-19 ans, entre 17 et 19 ans pour 30%, entre 19-20 ans pour 25%. Donc, on va dire que la moitié des étudiants que nous recevons
en demande de consultation sont des étudiants qui ont moins de 20 ans. 20, 21. Voilà. Une dernière question pour Clore de chez Clore. C'est pas vraiment une question en fait, c'est plutôt une information. Je me permets de compléter Maxence, vous parlez d'appeler le 15. Il y a aussi la plateforme d'orientation psychologique qui est à la Chartreuse, qui est pareil 24-24, comme des urgences psy en fait, qui sont là-bas aussi. Et en fait, juste pour donner l'info, il existe aussi un groupe d'entraide mutuelle jeune qui est dédié aux 18-30, dont je suis la coordinatrice, et qui est géré par la Mutualité française aussi, qui est notre gestionnaire. Donc voilà, et en fait, où on s'adresse à des jeunes entre 18 et 30 ans qui souffrent de troubles psy et d'isolement, qui fonctionnent sur le principe de la pérédance, voilà, dont vous avez parlé, qui vient, on ne peut pas tout loin que nous en interne, on est sur le volet voilà, lien social plutôt, et qui vient en complément de tout ça. Donc on est tout nouveau, donc je profite du lieu pour aussi parler de nous ici. Voilà, pas hésiter à venir nous rencontrer si besoin. Donc au départ de la Chartreuse. Non, de la Mutualité française. La Mutualité française. Merci, merci beaucoup à tous. Je pense que ça nous a éclairé sur certains termes, certaines pensées aussi. On peut se coucher en disant qu'on a le droit d'aller demander de l'aide sans se poser de questions en plus. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Merci à vous.